assembler les compétences, améliorer les connaissances, pour qu'in fine, on apporte un service d'amélioration, de valeur ajoutée aux filières et de fait une amélioration de revenus aux producteurs. Bienvenue sur le podcast de Ceux qui font le lait, un programme proposé par la Fédération nationale des producteurs de lait. Bonjour, nous sommes aujourd'hui avec Martial Marguet qui est éleveur laitier et qui a un certain nombre de responsabilités. Alors Martial, on va commencer par ce qui fait la base de ton métier, c'est celui d'éleveur. Est-ce que tu peux nous raconter un peu d'où tu viens? Quelle est ton exploitation, ses particularités, son mode d'organisation, tout ce qui peut intéresser tes collègues éleveurs? D'abord, bonjour à tous. Bonjour à toi, Jean-Manuel. L'exploitation, c'est une histoire. C'est une histoire familiale. C'est mon père, ma mère qui s'installent comme fermier sur une exploitation dans le Haut-Doubs en 1960. C'est la naissance de leurs enfants, je suis l'aîné. C'est la production laitière avec la filière Comté, qui est déjà organisée à l'époque. C'est une exploitation en zone de montagne qui va se développer au fil du temps. C'est pour moi, gamin, le souvenir d'être au cul des vaches, je m'excuse du terme, mais c'est la réalité. C'était voir les pots de lait versés dans les bouilles à lait, puisqu'on livrait le lait à l'époque avec les bouilles. Le lait chaud, avec la mousse, parfois qu'on buvait avec un verre parce que le lait chaud c'était très bon. Et puis c'était cette vie animale, c'était les vaches, les veaux, c'était les réflexions de mon père et de ma mère sur voilà, qu'est-ce qu'on fait, comment on va évoluer. Est-ce qu'on joint les deux bouts à la fin du mois parce que l'économie, ça fait partie de la vie. Et puis c'est surtout pour moi cet amour des vaches. Mes parents me disaient à 2 ans, tu connaissais le nom de toutes les vaches. Bon, à l'époque, il y en avait 16. C'est pas compliqué. Et quand même. Mais ça a évolué. Et puis au fil du temps, c'est effectivement les aléas de la vie. Mon père est malade. Je fais des études agricoles par moment, pas tout le temps. Il faut le BEP agricole pour s'installer, j'ai le BEP. Je devance mon service militaire en Allemagne, puisque je le devance à l'époque. Je viens quand même du département du Doubs, pas loin de la frontière suisse. Et là, c'est la découverte aussi de la vraie vie, où en tant qu'homme, tu te dois de responsabilité, tu te dois d'engagement, mais tu te dois aussi de savoir déjouer les contours de la vie. Et rentrant du service militaire, j'adhère aux jeunes agriculteurs du canton. Le travail sur l'exploitation, bien sûr, puisque mon père n'a pas forcément la santé pour répondre. Et puis, c'est l'entraide. L'entraide agricole, c'est l'entraide familiale. Et mon engagement syndical, c'était les valeurs humaines. Je me souviens à cette époque-là de débats sur les montants compensatoires, sur la réforme de l'OMC. C'était pour moi presque des gros mots. Je découvrais en même temps que j'apprenais. Mais c'était riche de sens parce que ça m'a très vite fait comprendre que le collectif est un bon moyen pour réussir dans la vie. Donc, développement de l'exploitation, je pense à m'installer, effectivement, relativement jeune. Concours de la vie, un de mes oncles décède très brutalement. Il m'a juste eu le temps de m'avertir que sa femme serait disponible et qu'il aurait bien souhaité que je la reprenne. Donc, je m'installe sur sa ferme de manière individuelle un jour, puisque c'est les arcanes administratives à l'époque, en 1983. Je rejoins l'exploitation de mon père pour faire un GAEC, puisque voilà, il faut assumer. Et puis, j'entends parler en tant que responsable JA de la mise en place des quotas laitiers. La France va sauver l'Europe avec les quotas laitiers. Donc, projet d'installation, on avait l'EPI, l'étude prévisionnelle. Je me bats avec les gens qui sont au niveau de l'administratif sur le fait de mettre une référence cohérente avec la taille d'exploitation en surface. Et d'une production constatée à 208 000 litres de lait, je demande à ce qu'on me mette 280 000. Non, on me dit non, vous êtes inconséquent. Je dis non, je ne m'installerai pas avec 208 000. Un JA, c'est 15% de production nécessaire pour faire face aux annuités qui arrivent, au droit à l'accès à la vie. Donc là, déjà un débat privé, mais syndical, que je porte aussi avec mes collègues. Et puis, je m'intéresse très vite à la filière laitière, au-delà de mon entourage et de mon ancrage dans l'AOC Comté, puisque j'ai cette chance et cette richesse, mais en parallèle, ce devoir de comprendre ce que vivent mes collègues français, voire plus loin. Et on me demande de participer aux AG de la FNPL, à l'époque avec d'anciens présidents, Jean-Marie Raoul, d'autres avant, ensuite Jean-Michel, bien évidemment Jean-Michel.
Et là, on me demande si je serais prêt à prendre un mandat national. Je le rappelle, hein, je n'ai pas de formation autre. Et je vais apprendre, continuer à apprendre. Dans la valeur humaine, mais aussi dans la notion collective du combat qui apporte. Pas combattre pour casser, mais pour construire. Et moi qui viens d'une terre où l'organisation filière est très forte, je me dis qu'on n'a pas à s'enorgueillir d'avoir cette organisation. On a une mission, c'est de la faire partager pour que d'autres puissent s'en inspirer. Ne pas commettre les erreurs qu'on a commises nous, parce qu'on en a commis aussi. Se dire que rien n'est jamais abouti. Pour mémoire, moi qui suis en filière comté, en 1978, je n'étais pas installé, on a eu 2 mois sans paye de lait. Et on était en filière comté. Et oui, on avait monté une structure, c'était idyllique par rapport au syndicalisme de l'époque. Un seul metteur à marché du comté. Une coopérative, l'UCFFC à l'époque. Ça a grossi, ça avait de l'allure, ça avait de la gueule. Mais il y avait surtout beaucoup d'administratifs, des directeurs de division, directeurs généraux et compagnie. Et je me rappelle d'une assemblée générale à laquelle j'accompagnais notre président de COP, puisque j'étais administrateur à la fruitière, où une dizaine de producteurs présidents se sont levés en disant on va dans le mur, il y a trop de gens qu'on paye, là, on ne sait pas tous ce qu'ils font, mais surtout on a des doutes. On a démissionné lors de cette assemblée générale au mois de décembre 1977 de l'adhésion à cette grande coopérative metteur en marché unique de comté. Et de fait, nos fromages qui étaient à l'affinage, puisque notre prix de lait s'établit après constat de leur valorisation possible, c'est-à-dire que la compte de la paye de lait que j'ai aujourd'hui, c'est le lait qui a été produit il y a 3 mois et demi, et le solde, ça sera celui du lait d'il y a 6 mois. Et bien, les fromages qui étaient à l'affinage, ils sont restés propriété de la coopérative. Donc on n'a pas eu de sous pour faire notre paye de lait au mois de mai-juin 1978 par rapport à l'Assemblée générale de décembre 1977. Et je me rappelle ma mère nous dire on va manger des patates. Et ça me restera longtemps dans ma vie, je pense toute ma vie, pour dire que jamais rien n'est abouti. Et puis, chemin faisant, membre du bureau de la FNPL, passionné d'élevage, j'ai toujours aimé les vaches depuis mon plus jeune âge. Jean-Michel me dit un jour écoute, il faut des administrateurs à l'Institut d'élevage. T'aimes la génétique, t'aimes ce secteur-là. Et puis la répartition des missions, c'était aussi la notion d'un chef d'orchestre. Hein, quand un président sollicite, on accepte, on n'accepte pas. J'ai accepté effectivement ce challenge d'administrateur à IDEL, qu'on appelle IDEL maintenant, l'Institut d'élevage à l'époque. Je me suis retrouvé un jour devant le fait de dire, en tant qu'administrateur de la FNPL à IDEL, le poste étant laissé vacant par notre collègue Bernard Herriot, j'ai pris la présidence de l'Institut de l'élevage. La mission de l'IDEL, aujourd'hui, c'est quoi? Assembler les compétences, améliorer les connaissances, pour qu'in fine, on apporte un service d'amélioration, de valeur ajoutée aux filières, et de fait, une amélioration de revenus aux producteurs. Quand j'ai dit ça, j'ai dit plein de choses, j'ai rien dit. Ça dresse quand même un cadre. Ça dresse un cadre. Mais je l'ai dit il y a quelques instants, dans cette mouvance où on est quand même sur d'un dialogue profession-institut technique, on est passé d'un dialogue profession-institut technique, regard de la société, réponse à la société, mais à la profession, mais aussi un autre rôle qui là, moi, m'allait bien, c'était de dire il faut devancer. Et devancer, c'était parfois être précurseur, mais IDEL savait déjà le faire. Je me souviens des dossiers d'Excel, je n'étais pas pris dans l'époque, mais d'Excel, c'est IDEL quelque part qui a initié ça en disant attendez, on arrive sur des dossiers sur lesquels il va falloir être prêt. On n'attend pas de subir pour répondre. Et le rôle de l'Institut technique, c'est aussi à un moment donné de dire aux fédérations, aux AS qui composent le conseil, puisque je rappelle, je ne l'ai pas de départ, mais IDEL est quand même né de la réflexion collective du syndicalisme majoritaire, FNSEA, et des chambres d'agriculture. C'est de savoir devancer des sujets, mettre en alerte la profession sur des thématiques nouvelles. Et donc, moi, ce challenge-là, il me va bien parce que, au moins, si on se trompe, on n'aura pas le regret d'avoir essayé. C'est le premier acte. Deuxième acte, c'est d'apporter les éléments pour que les structures syndicales, comme la FNPL où je suis aujourd'hui, apportent des réponses à leur mandant, bien évidemment, puisqu'on vit de cotisation, il ne faut pas oublier la structure pyramidale de l'architecture syndicale, mais aussi être fort d'éléments non discutables, établis par un organisme
institut technique qui a une neutralité, apporter des éléments qui des ministères concernés, qui de la société, qui du débat citoyen hors des frontières européennes. Et là, on a des dossiers sur lesquels on a fait mouche, que certains pays européens nous envient. Quel exemple? Le dossier du diagnostic CAP2ER et tout le dossier carbone. Aujourd'hui, voilà, on a, puisque la profession a pris ça en main, laissé bien sûr effectivement un pilotage à IDEL sur la construction du logiciel, sur les réflexions thématiques, sur les calculs, la validation, faire valider les calculs et compagnie, ça c'est le rôle technique. Mais ce dossier-là, il appartient à la profession. Et par exemple, sur le dossier carbone, aujourd'hui, quand on va en Europe, ce qui se fait en France, ce qui IDEL a produit pour la profession, c'est reconnu, c'est sollicité. Oui, ça fait référence. Ouais, ça fait référence. Et on a un autre dossier sur lequel j'ai envie de dire on avance aujourd'hui. Alors, il ne sera certainement pas aussi simple que celui qu'on vient d'évoquer. On a déposé un lourd projet méthane 2030, même parfois avec des avis de la profession qui nous mettaient en doute. Est-ce qu'il y a urgence? Il y a urgence à ne pas se presser, on est bien d'accord. Mais il y a surtout intérêt à être prêt au cas où. Ça s'appelle la recherche fondamentale, quelque part. C'est de la recherche fondamentale, mais aussi de la recherche appliquée qui en découle. Oui, mais il faut commencer par la fondamentale en étant précurseur pour arriver ensuite à une application. On est bien d'accord. Et c'est pour ça que je dis que c'est un vrai challenge. C'est de dire, il y a ce qui fait partie du quotidien, il y a ce qui fait partie de la vision du long terme, pour dire simplement que la dimension de l'Institut de l'élevage aujourd'hui, il est tel que il ne faut pas avoir peur de solliciter, il faut savoir s'en servir comme d'une référence. Alors on peut nous taquiner, que d'autres ont produit des choses ou autres, ok, on tacte. Et on a aussi l'intelligence de dire parfois, ce qui a été fait à tel endroit, c'est pas la peine que le reproduise IDEL. Il faut que la profession s'en serve. On donne un gros point, c'est humain et normal. Par contre, si ça nous fait un peu les drôles, à nous d'être bons, quoi. J'ai envie de dire, c'est ce que je dis aux équipes, on s'est redit encore hier, de toute façon, chacun a sa place. Entre le sol, le végétal et l'assiette, il y a l'animal. Sous toutes ses formes. Et je pense que pour l'Institut de l'élevage que je préside aujourd'hui, et la clé que m'a confiée la FNPL et les AS animales à l'Institut de l'élevage, c'est aussi ramener ce débat-là. On le fait parce qu'on a des filières. On a des organisations. Et je le vois, on en parlait la semaine passée avec des collègues des Pays-Bas notamment, qui se disent riches d'avoir un institut technique à Wageningen. On a en matière de recherche française quand même beaucoup de choses. Alors soyons pas frileux, n'ayons pas peur de dire qu'on a une bonne recherche. Je ne prendrai pas le mot meilleur, parce qu'il faut avoir beaucoup d'humilité et de modestie. Ouais. Ça c'est sûr. Mais franchement, on est souvent à dire chez les autres. Chez nous, il y a. Il faut dire ce qu'il faut. Tout à fait. Et c'est ça qui fait la force quand même de l'engagement qu'on peut avoir, qui motive. On va terminer par deux petits sujets rapides. Parce que là, on a déjà été très très long, mais c'est pas grave, c'est passionnant. Ton prochain mandat, donc comme président, est-ce que tu as émis un souhait particulier? Est-ce que tu as une direction plus affirmée? Première chose. Et deuxième chose, ta ferme aujourd'hui, parce que tu nous as raconté l'origine. Mais aujourd'hui, elle en est où ta ferme? Bon, ma ferme aujourd'hui, c'est simple. C'est 3 associés. C'est un salarié qui est parti s'installer. Tant mieux pour lui. Ça me fait défaut en matière de main-d'œuvre. Donc c'est un sujet crucial, la main-d'œuvre, qu'on le veuille ou non. C'est en parallèle la reconnaissance demain du salariat sur les exploitations. C'est un sujet qu'il faut qu'on empoigne. Mon exploitation, elle est effectivement en zone de montagne, 1000 mètres d'altitude. Je vous l'ai dit, je suis en fruitière. On est avec 10 autres sièges d'exploitation. La production, c'est 960 000 litres de lait parce qu'on a encore le contingent plaque verte compté. Mais ramener ça quand même à 4 têtes d'actifs. On est que 3 pour l'instant, mais le salarié, moi je le compte comme une part entière quand il est là. Et derrière, l'ambition de mon exploitation, c'est de passer la main dans quelques années à mon fils. Alors je pense que pour avoir eu des expériences un peu douloureuses en matière de GAEC avec des tiers, non pas qu'on soit fâché, au contraire, mais c'est quand même tous des moments compliqués où il faut faire de la paperasserie, investir dans des reconductions, révisions de statuts et compagnie. C'est d'avoir un chef d'exploitation, qui pourrait bien être mon fils, et puis des salariés avec un temps de travail organisé. Et là aussi, la recherche devra accompagner la manière des logiciels, de gérer les temps de travail, des tâches et compagnie. Pour ma filière comptée, on vient d'avoir un agrément de révision du cahier des charges. C'est savoir se remettre en cause suffisamment régulièrement pour évoluer. On a interdit le robot de traitant compté, je le dis avec un petit peu d'amertume, parce que cette notion de la capacité à avoir tête en matière de conduite d'exploitation, de gestion de troupeau, c'est quelque chose de très intéressant. Ça doit s'adapter à nos filières.
où la filière doit s'adapter, mais c'est surtout le pilotage de l'outil qui fera que ça passe. Donc il faudra qu'on révise ce point-là, à mon avis. Plus largement, sur le devenir d'exploitation, c'est voilà, la taille fait qu'aujourd'hui, on peut asseoir une certaine réflexion sur le long terme. Néanmoins, l'humain restera quand même avec 2 bras et une tête. Et je pense que tous les scénarios que l'on peut mettre en place, ils vont être aussi impactés par ce qui fait notre environnement. Le sociétal, le climatique et tout le reste, l'économie. Donc une tête bien faite saura s'adapter. Je ne suis pas devin, ça c'est sûr. Concernant l'Institut de l'élevage, une ligne de conduite, des lignes de conduite, des objectifs. Des objectifs, mais avec un noyau dur au centre, et qui va toucher la profession, c'est de faire que l'humain qui est acteur de la filière puisse, par les travaux conduits à IDEL, être fort de ses réflexions, mener à bien ses projets. Donc c'est-à-dire, c'est une forme de marguerite que l'on effleure, c'est de l'économie, c'est l'humain, c'est de la génétique, c'est du social, et c'est ces points-là. Il n'y a pas un seul axe. Mais pourquoi je le dis sans forcément avoir une seule feuille de route, c'est parce que la qualité des experts qu'on a à IDEL aujourd'hui fait qu'on peut répondre à plein de sujets. Et surtout, on l'a vu au comité des innovations le 20 décembre, c'est les gens qui se parlent entre eux. Ils ne sont pas dans une bulle ou dans une niche. Ce n'est pas des silos verticaux, ce n'est pas des silos horizontaux. C'est bien une marguerite où chacun se retrouve au cœur du débat, du dispositif. Et je pense que si on prend le cœur de réacteur qu'est la FNPL pour les producteurs de lait français, c'est aussi cette image-là. On compile les expériences et les richesses de chacun d'entre nous, suivant nos régions, suivant nos types d'exploitation, pour dire que la filière laitière française, elle a un avenir. On peut regretter aujourd'hui la réduction du volume, on peut regretter la réduction du nombre de points de collecte. C'est pas qu'on a failli, c'est que les choses évoluent, elles évoluent pas sans nous, on évolue comme la société. Moi qui viens d'un bassin où il y a quand même l'automobile avec l'économie de chez Peugeot, quand on voyait le plan de restructuration, je me disais tout le temps des échanges que j'avais avec Calvé à l'époque, qui était le PDG de Peugeot au moment où il a adressé Peugeot. L'agriculture est dans la vraie vie, on s'adaptera. Et puis, allez, quand je vois ce tableau, là, je me dis finalement, je suis assez tranquille parce qu'on aura mangé, on aura des paysages entretenus par l'élevage, notamment, puisqu'on est dans la production laitière, mais pas que, puisque le végétal, il en faut aussi pour l'élevage, donc ça va utiliser les sols en France. Et derrière, si nos collègues citoyens pouvaient éviter de s'amasser dans les rues pour manifester contre les retraites, la retraite, c'est quand même un dernier des remparts, donc moi, je ne suis pas pressé. Si on a la foi et puis on a la santé, on va vivre. Exactement. Martial, je te remercie beaucoup pour ces quelques minutes. J'espère qu'on intéresse. À très bientôt sur le podcast de Ceux qui font le lait.